excusez-moi. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Simplement, on attend que tout le monde puisse entrer, dans la salle. Je vois déjà des personnes dans le chat qui écrivent, bonsoir. Si vous voulez bien, on attend quelques instants que tout se mette en place, convenablement d'un point de vue technique. Vous êtes très, très nombreux. J'ai l'impression que le nombre de participants se stabilise. Donc on va peut-être pouvoir commencer. On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Vous êtes déjà environ 200 sur le Zoom et aussi présents sur le Facebook Live, donc merci beaucoup. Merci aux membres de l'association du Master en Affaires européennes de la Sorbonne d'avoir organisé cette conférence avec notre parrain de promotion, Monsieur le député européen Raphaël Glucksmann. Bonjour Monsieur Glucksmann. Bonsoir. Et merci beaucoup pour votre présence ce soir. On est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui touche aux droits humains, puisque vous êtes très investi dans ce domaine et vous êtes vice-président de la sous-commission droits de l'homme au Parlement européen. En effet, on va aujourd'hui parler de politique étrangère européenne, c'est-à-dire des relations entre l'Union européenne et les pays tiers à l'Union européenne. Et donc la question centrale que nous allons développer aujourd'hui, c'est celle de la place des droits humains dans les négociations entre l'Union européenne et les pays tiers. Donc tout d'abord, j'aimerais un petit peu vous parler de l'association du MAES qui a organisé cette conférence. Donc c'est l'association de notre master qui est intégrée à notre cursus, donc à notre master en affaires européennes qui nous prépare au métier de l'Europe en fait à travers des enseignements en langue étrangère ainsi qu'aux enjeux européens, aux affaires européennes dans une multitude de domaines. Et donc, notre association a pour objectif d'encourager le débat sur des sujets européens, donc à l'université et également avec les plus jeunes. Donc, on intervient dans des écoles et des lycées. Et nous organisons des événements comme cette conférence et nous publions des articles en ligne sur notre revue Courrier d'Europe, ainsi que des brèves d'actualité. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous allons vous indiquer nos réseaux sociaux dans le chat si vous voulez aller voir nos brèves d'actualité, nos articles, nos podcasts et notre newsletter mensuel. Voilà. Donc, vous pouvez trouver tous nos liens dans le chat. Voilà, Monsieur Glucksmann, donc merci pour cette présentation. Avant de vous poser déjà la première question et entrer dans le vif du sujet, j'aimerais très rapidement vous représenter à toutes les personnes qui ont certainement suivi votre parcours depuis un certain nombre d'années. En tout cas, ce qu'on peut dire de ce qui est le plus récent, c'est que vous êtes député européen depuis 2019. Vous êtes fondateur du parti Place Publique en France. Avant cela, vous avez eu un parcours riche, autant en France qu'à l'étranger, autant dans l'Union européenne que dans les pays voisins de l'Union européenne, puisque vous avez été conseiller de l'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili, vous avez été donc chroniqueur radio en France, vous avez publié divers essais avec M. Saakashvili, avec d'autres comme le Cercle de l'Oratoire. Mentionnons par exemple les enfants du vide. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus pour le moment. L'important pour nous ce soir, c'est particulièrement votre place au sein du Parlement européen, en particulier dans la commission spéciale sur l'ingérence étrangère et votre place donc en tant que vice-président de la sous-commission des droits de l'homme. Alors,
D'emblée, on aimerait vous poser une question d'actualité, je dirais, puisque le 7 décembre dernier, le Conseil européen s'est doté de la capacité de sanctionner les auteurs, je cite, de graves violations des droits de l'homme. Et dans ce cadre, donc, des sanctions pourraient être utilisées dans les cas de torture, d'esclavage, de violences sexuelles systématiques. Donc ces sanctions, elles peuvent prendre la forme d'interdiction pour les auteurs de violations d'accéder au territoire européen, ou même, par exemple, du gel de leurs avoirs en Europe. Est-ce qu'il n'y est pas incohérent, à vos yeux, d'avoir des relations, ou plutôt comment expliquer le fait que l'Union européenne ait encore des relations avec des pays qui bafouent les droits de l'homme après donc, cette nouvelle législation? Bah déjà, bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là, merci de l'invitation. Et je suis très honoré d'être parrain, même si c'est beaucoup de pression sur mes épaules et que j'ai une sorte de crainte toujours à parrainer quelque chose parce que j'ai peur que ça me vieillisse un peu trop, quoi. Genre, ça y est, je suis un vieux témoin maintenant qui vient regarder ce que font les jeunes. Mais bien sûr on aura toujours des relations. Moi, je voue ma vie au combat pour les droits humains, mais on aura toujours des relations avec des pays qui bafouent les droits humains. Je ne suis pas un fou. Je ne pense pas qu'il faille couper les relations avec l'ensemble des pays qui ne respectent pas les droits humains. Par contre, quel type de relation il faut avoir et comment on impose dans ces relations nos principes? Comment on respecte nos principes quand on a des relations avec des pays qui bafouent les droits humains? Ça, c'est intéressant. Et ce mécanisme, moi, ça fait longtemps avec beaucoup d'autres dans la société civile, que je le réclame parce que, en un sens, l'Union européenne parlait des droits humains sans avoir aucun moyen de sanctionner ceux qui les violent. Et là, depuis la décision du Conseil européen, on a un mécanisme qui n'a pas encore servi, qui est totalement abstrait pour l'instant. Un mécanisme qui permet de sanctionner les principaux responsables des violations des droits humains. Donc, il faut l'utiliser, ce mécanisme. Et moi, j'ai fait un discours au Parlement européen où j'ai proposé des noms pour sanctionner les principaux violateurs des droits humains, par exemple les responsables chinois de la déportation et de l'oppression des Ouïghours. Et on a les noms, on est en train de les établir, de faire des listes, et ensuite il faudra le courage politique d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Et je ne pense pas qu'on puisse couper toute forme de relation avec la Chine ou avec la Russie. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est d'être pris au sérieux. Quand on est l'Union européenne, on parle de violation des droits humains. Et pour être pris au sérieux, il faut assumer une forme de rapport de force que les dirigeants européens ont renoncé à assumer. Je veux dire, là, vous avez eu une séquence en janvier qui est absolument sidérante, en décembre-janvier, où en gros, l'Angleterre et le Canada annoncent des sanctions contre le régime chinois, le bannissement de leur marché des produits de l'esclavage des Ouïghours, et dans le même temps, l'Union européenne signe l'accord d'investissement avec la Chine. Et c'est la différence entre des États qui traduisent dans des gestes les principes qu'ils prétendent porter, en l'occurrence, et une union qui se contente de discours. Et donc, il ne s'agit pas de couper les relations, il s'agit d'assumer une forme de rapport de force, d'assumer de faire de la politique. Quand on nous dit « oui, mais vous voulez entrer en guerre avec la Chine », personne ne veut entrer en guerre avec la Chine. Personne n'est assez dingue pour vouloir entrer en guerre avec la Chine. Mais entre ne rien faire contre la répression des Ouïghours et entrer en guerre, il y a tout un espace d'action possible qui s'appelle la politique. Et moi, ce que je reproche aux dirigeants européens, c'est d'avoir renoncé en fait à faire de la politique, de faire simplement du commerce, d'avoir simplement des relations commerciales et de ne plus assumer la politique. La politique, c'est prendre la réalité telle qu'elle est. Donc, on ne va pas changer le régime russe ou le régime chinois du jour au lendemain, mais essayer d'inscrire dans cette réalité les principes qu'on prétend porter. Et donc, on ne peut pas avoir des relations normales
avec des régimes qui mettent une population dans des camps de concentration au XXIe siècle. On ne peut pas laisser l'esclavage d'un peuple sans conséquence. Et tous ces leaders, que ce soit les leaders chinois ou les leaders russes, sont des acteurs rationnels. Ce n'est pas des djihadistes qui pensent qu'ils vont aller au paradis s'ils se font sauter dans un café. Ce sont des acteurs rationnels qui donc pèsent le pour et le contre, qui font des calculs coûts-bénéfices. Et la faiblesse de l'Union européenne, eh bien, conduit à ce constat qu'en fait, on est, nous, incapables d'imposer un coût à quoi que ce soit. Et c'est ça la politique européenne aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ce mécanisme est important, mais vous comprendrez que je suis un petit peu sceptique sur le courage de l'utiliser, en fait. On a un mécanisme, on a des criminels, et est-ce qu'on a des leaders qui auront le courage d'actionner ce mécanisme pour sanctionner ces criminels? Et ça, j'en doute pour l'instant. Et c'est pour ça que la pression de l'opinion publique est importante, parce qu'en fait, la seule manière de contraindre nos dirigeants à utiliser les mécanismes qui sont à leur disposition, eh bien, c'est de leur montrer que c'est important pour leurs électeurs et leurs électrices. Et que donc, ils ont intérêt à le faire. Mais s'ils ne voient pas ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils aient le courage pour d'eux-mêmes décider eh bien, de sanctionner. On va utiliser ce mécanisme de sanction pour geler les avoirs d'un commissaire à Manille, aux Philippines, commissaire de quartier, qui de toute façon n'a pas d'avoir dans nos banques. Donc, je veux dire, si ça doit être utile, il faut que ça s'applique à des gens importants. Or, si ça s'applique à des gens importants, ça veut dire qu'on a un risque de répercussion et que donc, il faut un minimum de courage pour utiliser le mécanisme qu'on a forgé et qu'on a créé. Et donc, voilà, moi, c'est pour ça que je milite, non pas pour rompre les relations, mais pour accepter le rapport de force. Et tous ceux qui professent le réalisme en expliquant mais arrêtez d'être utopiste, les droits humains ne font pas une politique. Ça. Tous ces gens-là, en fait, sont pour ne rien faire. C'est-à-dire laisser les choses continuer comme elles vont aujourd'hui. Et quand ils nous accusent d'être utopistes, en disant mais vous êtes contre toute forme de relation avec des pays qui violent les droits humains, moi je leur réponds non, on est simplement, nous, réellement pragmatiques et réalistes. C'est-à-dire que on sait que l'Europe ne pourra pas être une puissance si elle renonce à ses principes, si elle n'a pas une voix dans le monde. Et qu'est-ce que ça pourrait être que la voix de l'Europe, sinon la défense des principes qui sont censés la constituer, la fonder, les principes qui sont inscrits dans toutes les chartes de l'Union européenne et qui sont censés avoir une valeur juridique pour nous, au-delà même d'une valeur politique. Et donc, si on n'est pas capable de faire ça, à mon avis, on n'arrivera jamais à imposer une voix européenne dans le monde. Ouais. Merci beaucoup. J'allais justement vous parler de la charte de l'Union européenne des droits de l'homme, puisqu'on sait qu'en Europe, on aime beaucoup les textes de droits de l'homme. Tous les membres de l'Union européenne sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Et depuis l'année 2000, l'Union européenne a aussi mis en place son propre outil juridique de protection des droits de l'homme, qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et cette charte, en fait, elle s'applique à tous les domaines qui sont régis par le droit de l'Union européenne. Et comme la politique étrangère est régie par le traité sur l'Union européenne, article 24 à 26, en fait, c'est un petit peu ironique que la charte, finalement, ne s'applique pas au contenu des décisions de politique étrangère. C'est un peu ironique d'être cette union de droits humains et de droits de l'homme et de ne pas appliquer notre charte des droits fondamentaux à ce qui se passe ailleurs. C'est quand même ironique. Est-ce qu'à votre avis, nos principes de droits humains devraient avoir une valeur juridique en ce qui concerne le contenu des décisions diplomatiques? Alors, moi, je suis toujours un peu sceptique sur la judiciarisation des relations internationales. Parce que on ne peut pas faire, et je vais sembler réaliste là-dessus, mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de la nécessité de la politique. C'est-à-dire que on sera toujours amené à avoir des relations avec des régimes qui violent les droits humains.
Donc, si on décrète que c'est a priori illégal, je comprends que ça bloque en fait toute possibilité de faire de la politique. Et donc, je suis assez sceptique là-dessus. Je pense que la solution passe beaucoup plus par le courage politique, en fait. Il faut comprendre que nos intérêts à long terme et nos principes, en fait, se marient. Quand on prend l'exemple de la Chine, on pourrait parler de la Russie, on pourrait parler d'autres pays. Quand on prend l'exemple de la Chine, et par exemple de mon opposition à l'accord d'investissement qui vient d'être signé, c'est pas simplement au nom des principes, c'est aussi au nom du fait que aider à croître un système qui repose sur des principes totalement opposés aux nôtres, eh bien, c'est condamner à long terme nos intérêts. Notre intérêt n'est pas la croissance du système chinois. Notre intérêt n'est pas de nourrir la croissance de la Chine. Notre intérêt n'est pas, à long terme, de permettre le succès des régimes qui violent les droits humains. Parce que nécessairement, à un moment donné, on entrera en collision avec ces systèmes-là. Et donc, moi, j'aimerais croire, en fait, que la solution, elle est politique, beaucoup plus que juridique. Vous savez, en réalité, au sein de l'Union européenne, on est censé appliquer les libertés fondamentales et les droits humains. D'accord ? Donc là-dessus, les textes juridiques sont extrêmement clairs. La vérité, c'est que ça fait des années qu'au Parlement européen, on vote des résolutions condamnant la Hongrie et aujourd'hui la Pologne pour la violation de ces libertés fondamentales. Et il n'y a strictement aucune conséquence à cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la volonté politique suffisante pour faire plier les gouvernements qui foulent aux pieds les libertés fondamentales. Et là, enfin, il y a eu un mécanisme de conditionnalité, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on demandait depuis longtemps, on conditionne à terme, parce que ce n'est pas encore fait, les subventions européennes, les fonds européens, au respect de ces libertés fondamentales et de l'état de droit. Mais tout ça, ça suppose en fait l'acceptation du rapport de force politique. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une situation où on déclare que la Charte des droits fondamentaux s'applique à notre politique extérieure, mais où en réalité on ne le met pas en pratique. C'est comme sur le mécanisme de sanction. On l'a maintenant. Alors, va-t-on l'utiliser ? Et la décision de l'utiliser ou pas, de faire en sorte que le droit devienne un fait, cette décision-là, elle est politique. Et donc, nous, je pense que le combat, il ne doit pas tellement être sur le droit, mais il doit être sur l'exigence de courage politique, la nécessité, en fait, de faire pression sur nos dirigeants et de leur montrer que notre attente, c'est des décisions politiques courageuses. Et ça, à mon avis, c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire que toute la question juridique, elle est importante, c'est un cadre, c'est crucial. Et vous voulez faire quoi ? Vous voulez qu'ensuite la Cour de justice européenne, par exemple, sanctionne un dirigeant européen parce qu'il a rencontré un dirigeant chinois qui viole les droits humains ? Enfin, on n'arrivera jamais à ça, on bloquera tout. Et en fait, le droit est souvent un peu une fuite devant la vraie question qui reste la politique. Je suis désolé, c'est vraiment ce que je pense au plus profond. C'est-à-dire que tant qu'on votera pour des gens qui ne sont pas capables de taper du poing sur la table et d'expliquer à Volkswagen et à Siemens qu'ils ne sont pas dépositaires de l'intérêt général européen, tant qu'on n'aura pas un président qui est capable de convoquer le dirigeant de Sanofi en lui expliquant que c'est peut-être pas une merveilleuse idée de virer les gens en France et d'ouvrir des laboratoires à Urumqi, capitale des Ouïghours et des camps de concentration, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est-à-dire que je crois au droit, mais je crois surtout en fait à la capacité de décider de politiques différentes et d'utiliser des instruments qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tonnes d'instruments. On parlera, à mon avis, du devoir de vigilance des entreprises, qui là me semble être une innovation juridique qui aura un impact politique immédiat. Mais moi, je placerais plus le combat sur vous avez des instruments aujourd'hui. Vous êtes la première puissance commerciale du monde. Vous dirigez le continent le plus riche du monde. Et pourtant, vous êtes faible politiquement. Vous êtes
incapables de prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de quelques grandes entreprises et à l'encontre de dirigeants qui sont objectivement des criminels contre l'humanité. Donc là, il y a à mon avis une question politique. C'est pour ça que à chaque fois qu'on me pose une question juridique, j'essaie de réorienter, je suis désolé pour le master, mais j'essaie de réorienter sur la question politique parce que, en fin de compte, c'est ça qui fait la décision. C'est-à-dire qu'à la fin, vous pourrez avoir tous les cadres juridiques du monde. Si vous avez des carpettes comme dirigeants, ça changera pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Enfin, c'est qu'en fait, on a des gens qui sont incapables d'affirmer nos principes dans une forme de rapport de force et qui sont incapables de rien risquer, en fait, pour ces principes. Et donc, on fait du surplace et on régresse et on a l'impression que l'Union européenne est faible alors qu'elle pourrait être forte et que c'est finalement une décision politique d'être faible. Monsieur Glucksmann, merci. Effectivement, au croisement du juridique et du politique, il y a la sphère commerciale et économique que vous avez à juste titre mentionnée. Quelle est à vos yeux, quelles seraient vos propositions, par exemple, concernant donc cet espace économique, le pouvoir économique de l'Union européenne? Vous avez mentionné que l'Union européenne est finalement un acteur de premier ordre à l'échelle mondiale en termes économiques et pourtant n'est pas d'une force aussi affirmée sur le plan politique. En quoi, à vos yeux, et comment, surtout par quel biais, par quelle proposition, est-ce que l'Union européenne pourrait se saisir de cette puissance économique et pourrait justement, éventuellement, utiliser cette puissance économique comme presque un outil de pression sur des pays qui violent les droits humains, par exemple? Ouais, ben, en fait, on a une puissance commerciale immense, mais on n'en fait rien parce que pour nous, en Europe, et nos dirigeants sont les derniers à croire à la fable de la globalisation heureuse, pour nous, en fait, le commerce est un but en soi. C'est-à-dire que moi, je suis aussi dans la commission commerce international et je suis toujours frappé par la permanence et la résistance des mythes des années 90. C'est-à-dire que les gens les dirigeants européens sont pour la plupart convaincus que, en soi, signer des accords commerciaux est une bonne chose parce que, en soi, le commerce, eh bien, va conduire, le progrès du commerce va conduire au progrès de l'humanité, que ça va répandre la prospérité et qu'avec les capitaux et les échanges de biens, eh bien, arriveront les libertés fondamentales, l'état de droit, la démocratie. Et ça, c'est comme une religion, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un dogme et c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Et donc, tout le travail, c'est d'expliquer que le commerce est un moyen, c'est pas une fin. Signer un accord commercial n'est pas une fin. Ça doit servir un intérêt, ça doit servir un principe, ça doit servir une amélioration des choses pour soi ou pour les autres. Mais enfin, en tout cas, c'est un moyen, le commerce. Et donc, le commerce doit être mis au service des ambitions politiques et des principes politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire parce qu'en fait, c'est comme si on était les seuls à croire dans les préambules et dans les règles de l'OMC. On est face à ça comme si c'était des commandements religieux. Et donc, nous, on considère que le commerce est bien. Le commerce est une fin en soi. La crise écologique, on écarte. Ça rentre en collision, mais finalement, on fait des grandes tirades sur l'écologie, mais on continue à vouloir faire signer le Mercosur et on continue à penser que plus on commerce, plus on avance vers l'avenir radieux de l'humanité. La crise sociale chez nous, oui, on prend note, on fait une grande tirade sur la solidarité et on ajoute quelques pansements quelque part, mais on continue la même politique commerciale qui aboutit à la désindustrialisation de nos pays et à la transformation de la Chine en atelier du monde. On fait des tirades sur le non-respect des droits humains et sur le côté abject de la déportation des Ouïghours, mais on continue à faire des accords d'investissement avec la Chine et à commercer comme si de rien n'était. Et donc, en fait, on se rend compte que dès qu'on touche aux questions commerciales, le commerce est une fin en soi. Et jamais on utilise notre puissance commerciale au service des principes qu'on prétend porter ou des ambitions politiques qu'on a et qui sont légitimes. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est faire une inversion, c'est-à-dire mettre le commerce au service
de ces principes et de cette ambition. Et pour ça, c'est pour ça que je milite pour plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'il faut, c'est un moratoire sur les accords de libre-échange et sur les accords d'investissement parce qu'ils sont négociés aujourd'hui avec les principes qui prévalaient dans les années 90 et qu'il faut changer l'ordre de mission et de négociation. Il faut y insérer des clauses de développement durable ultra contraignants. Il faut enfin prendre en compte donc l'écologie, les droits humains, les droits sociaux, beaucoup plus que ce qui se passe actuellement. Ensuite, il faut une forme de protectionnisme intelligent à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on doit avoir des instruments qui nous permettent de taxer aux frontières de l'Union européenne, donc c'est la taxe écologique aux frontières de l'Union européenne. Il doit y avoir des instruments qui nous permettent aussi de bannir les produits de l'esclavage ou de la destruction environnementale du marché européen. Et vous verrez que le jour où le marché européen, donc le premier marché du monde, sera fermé aux produits de l'esclavage, les dirigeants chinois vont être amenés à réfléchir réellement à leur politique de réduction de l'esclavage du peuple ouïghour. Parce que on a toujours l'impression que nous, on est dépendant de la Chine, mais en réalité, c'est une relation d'interdépendance. C'est-à-dire que si vous imposer des limites à l'entrée au marché européen, c'est une catastrophe pour les dirigeants chinois, pour les grandes entreprises chinoises, pour les producteurs chinois. Et donc, vous allez avoir un calcul coût-bénéfice, celui dont je parlais tout à l'heure, qui va de facto s'imposer à Pékin. Et si vous voulez avoir un résultat sur les violations des droits humains et par exemple la déportation des Ouïghours, eh bien, vous devez utiliser l'arme qui est à votre disposition, qui est l'arme commerciale. Et c'est ça le nouveau rapport de force aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est en commission commerce que se jouent et se nouent les véritables décisions et les véritables débats et qu'il faut y être présent. Et c'est finalement, il faut se poser aussi des questions très égoïstes du point de vue européen. A-t-on intérêt, nous, à continuer à nourrir le développement de la Chine et à laisser l'Afrique en marge de nos investissements? Est-ce que c'est notre intérêt? Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, au sortir de 2020, une année où on s'est rendu compte qu'on n'était même plus capable de produire des masques, du Doliprane, qu'en fait, on n'était plus capable de rien produire sans la Chine, est-ce que c'est notre intérêt de continuer sur cette voie-là? Ou est-ce que c'est notre intérêt de décider que, eh bien oui, on ne pourra pas tout relocaliser en Europe, évidemment, mais on peut favoriser le développement, je sais pas, par exemple, de la jeune démocratie tunisienne ou de l'Éthiopie, je ne sais pas, des pays qu'on a intérêt à voir se développer. Et ça, c'est des questions que doivent se poser les dirigeants européens quand ils établissent leur politique commerciale. Malheureusement, on a l'impression qu'ils ne se la posent pas, ou alors s'ils se la posent, la réponse qu'ils y apportent, elle est désastreuse, quoi, parce que comment on fait pour sortir de 2020 en signant un accord d'investissement avec la Chine qui va augmenter les incitations aux investisseurs européens à investir en Chine, comme s'ils avaient besoin d'une augmentation de ces investissements, qui va bénéficier aux actionnaires de grands groupes et qui va encore plus nous lier à une économie dont notre intérêt commanderait, au-delà même des principes, notre intérêt commanderait qu'on s'en dissocie le plus possible, vu l'état de dépendance qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, il y a une erreur stratégique fondamentale qui repose sur l'incapacité à utiliser le commerce comme un moyen et à présenter le commerce comme une fin. Une tendance qui est vraiment profonde en Europe et qui mène à une absence de politique désastreuse. Merci, Monsieur Glucksmann. J'aimerais maintenant vous poser une question un peu plus institutionnelle. En tant que député européen, comment voyez-vous le rôle du Parlement dans la politique étrangère de l'Union européenne? Quel est le rôle du Parlement et quel est le rôle plus précisément, quels sont les leviers concrets? Je vois une question dans le chat qui demande quels sont les leviers concrets dont dispose la sous-commission européenne pour les droits de l'homme pour pousser à l'affirmation des principes et valeurs européennes. Alors, c'est tout le problème du Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen, son rôle est assez peu défini. Et en réalité, il aura le rôle qu'il prendra. Il n'a pas beaucoup de leviers institutionnels, mais il en a. Et s'il s'en empare, alors il pourra affirmer un rôle puissant.
un de ces rôles, un de ces leviers que le Parlement a, c'est d'envoyer, enfin, de jeter dans les poubelles de l'histoire les accords qu'on lui propose. Parce que sans ratification du Parlement européen, par exemple, il n'y a pas d'accord d'investissement avec la Chine, où il n'y a pas de Mercosur, où il n'y a pas tous les accords qui nous lient, en fait, avec des pays étrangers. Et donc, et c'est pareil sur le budget, l'un des leviers, l'une des armes du Parlement européen pour imposer sa voix dans le concert des institutions européennes, c'est le refus de ratifier. C'est l'obligation, en fait, de retravailler les choses et la capacité à susciter une crise. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un levier extrêmement puissant et que si on rejette l'accord d'investissement, si on rejette des accords de libre-échange, eh bien, on va créer une crise institutionnelle et le Parlement européen aura une voix beaucoup plus forte. Donc, en un sens, c'est notre responsabilité de parlementaire. C'est-à-dire que si on décide de se faire entendre, on a les moyens pour se faire entendre. Parce que sinon, si on n'utilise pas ces moyens-là, qui sont qui sont principalement négatifs, bah, nos moyens sont assez limités. C'est-à-dire que sur la question des affaires étrangères, on va faire des résolutions, on va soumettre des exigences, mais en réalité, les États membres ne sont pas obligés de nous suivre. Donc, on est des méga pétitionnaires, quoi, en gros, dans les textes. Et, euh, et par contre, si on a un travail législatif qui peut toucher dans la commission de droit euh, le réel et obliger les États, les lier, bah, c'est bien sur la question sur laquelle je voudrais revenir, c'est la question du devoir de vigilance d'entreprise. Moi, je suis rapporteur pour la commission droits humains. Et pourquoi je me suis emparé de cette question et j'ai essayé de pousser toutes mes forces ce texte, c'est que justement, il nous sort de la pétition de principe. Et il fait entrer la question des droits humains dans le réel, c'est-à-dire dans les relations économiques, dans les relations commerciales, dans la loi, dans finalement ce qui constitue la réalité de la puissance et pas simplement celle des mots. Et qu'est-ce que c'est que le devoir de vigilance d'entreprise? C'est une idée assez simple, en fait, qui part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, la globalisation, c'est finalement une pyramide d'irresponsabilité. Vous êtes Zara ou vous êtes Nike, vous produisez rien vous-même. Vous avez des fournisseurs qui produisent pour vous les produits qu'ensuite vous allez vendre dans vos magasins. Et finalement, sur votre chaîne de production, s'il y a des violations des droits humains, des destructions environnementales, eh bien, vous n'en serez jamais responsable, ni civilement, ni pénalement, puisque ce seront vos fournisseurs chinois ou vietnamiens ou d'autres qui ont commis ces violations. Et là, l'idée du devoir de vigilance, c'est de dire, en fait, vous avez éclaté vos chaînes de production, mais nous, on va faire en sorte que le droit suive le fait. Ça veut dire que vous serez responsable, quoi qu'il arrive, de l'ensemble de votre chaîne de production. Tout ce qui permet de produire une chaussure Nike ou une chemise Zara, eh bien, les dirigeants de Zara et de Nike en seront responsables. Et donc, si votre fournisseur chinois esclavagise les Ouïghours pour produire votre chemise, eh bien, vous serez responsable devant une cour en Europe de la production, de la violation des droits humains qui a lieu sur votre chaîne de valeur. Et c'est la seule manière, dans un monde où les chaînes de valeur sont éclatées, c'est la seule manière, en fait, de rendre responsables les dirigeants des multinationales, de faire en sorte que l'impunité généralisée des plus puissants et des plus riches d'entre nous prenne fin. Et là-dessus, on a un véritable pouvoir, puisque on adopte en mars, en plénière, un rapport d'initiative législative. Ensuite, la Commission doit faire une directive et nous, on va valider ou pas cette directive. Et à partir du moment où ça aura lieu, c'est un processus long, hein, mais à partir du moment où ça aura lieu, ça sera force de loi pour l'ensemble des États européens. Et donc, il y aura un changement tectonique qui, là, sera suscité et généré par l'action du Parlement européen. Mais c'est un des rares sujets, en fait, où on a vraiment une capacité contraignante vis-à-vis des États membres. Merci. Et de manière plus pratique, quand en tant que député européen, vous lancez l'alerte, par exemple, de l'enfermement des Ouïghours en Chine,
Comment est-ce que c'est reçu par les autres députés européens? Est-ce que vos déclarations ou les déclarations des autres députés ont vraiment du poids en matière de droits de l'homme? Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Ou même, est-ce que vous avez de l'influence sur le Conseil ou sur la Commission, ou même sur le Conseil européen? Mais alors, déjà, au Parlement européen, on a travaillé à constituer une forme de groupe qui agit en soutien des Ouïghours et qui aujourd'hui représente l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc, l'idée, c'est d'européaniser en fait la mobilisation qui est née en France tout au long de l'année dernière. C'est-à-dire de faire en sorte que ce soit un mouvement qui ne soit pas simplement un mouvement en France, mais qui soit un mouvement pan-européen. Et là-dessus, il y a beaucoup de députés européens qui se mobilisent. Et même s'il y a un an, c'était vraiment, à mon avis, ça se comptait sur les doigts d'une main, aujourd'hui, il y a vraiment une mobilisation au Parlement européen. Après, est-ce que ça a du poids face au Conseil? Moi, je pense que ce qui a du poids face au Conseil, c'est beaucoup plus, là, je vais parler quasiment en tant qu'activiste, mais c'est bon, d'un côté, notre capacité à rejeter les décisions du Conseil, donc à faire en sorte que, par exemple, on balance à la poubelle l'accord d'investissement avec la Chine, mais c'est beaucoup plus, en fait, la pression de l'opinion publique qu'on peut orchestrer à partir du Parlement européen dans les différents pays. En fin de compte, la seule chose qui peut amener Merkel et Macron à changer leur politique chinoise, c'est si Merkel et Macron voient que les opinions françaises et allemandes se mobilisent en masse pour les Ouïghours. Et ça, c'est pour ça que c'est pas de la démagogie de dire ça, mais je pense que les dizaines et dizaines de milliers de jeunes qui, sur Instagram, se sont mobilisés sur les campagnes pour les Ouïghours, eh bien, ont réellement plus de poids que les débats du Parlement européen. C'est parce que tout d'un coup, on se rend compte, quand on est dirigeant élu, donc quand même on vit dans des démocraties, nos dirigeants, ils ne peuvent pas être élus contre leur peuple, eh bien, on se rend compte qu'une partie de notre destin se joue sur cette question, parce que si elle mobilise la jeunesse, c'est que ça intéresse les gens, et que donc, finalement, ça entrera en ligne de compte dans le jugement qu'on va avoir de leur part. Et donc, il y a là, à mon avis, une vraie puissance, et c'est un peu un aveu de faiblesse sur l'institution du Parlement européen, mais comme c'est des institutions non finies, enfin, l'Union européenne, c'est un peu un être qui est dans l'entre-deux. On ne sait pas encore. Est-ce qu'il y a un rôle fédéral vraiment puissant, ou est-ce que c'est simplement un rassemblement d'États-nations? Quel est le véritable rôle du Parlement? Quel est le rôle de la Commission? Quel est le rôle du Conseil? Ça, c'est pas du tout figé, en fait, c'est mouvant. Et donc, il y a besoin de l'investissement de l'opinion publique. Et finalement, moi, je trouve que ces jeunes ont imposé que la déportation des Ouïghours devienne un sujet déjà de débat public. Il y a un an et demi, quand on a commencé les campagnes, c'était complètement absent des grands médias, absent de l'agora, enfin, absent de la discussion publique dans nos pays. Et ensuite, une fois qu'ils ont imposé que c'était un objet de discussion publique, ils ont imposé que ce soit un objet de discussion au sein des compagnies multinationales qu'ils interpellaient et au sein des institutions politiques. Et s'il n'y aurait jamais eu de questions à l'Assemblée nationale au ministre des Affaires étrangères sur les Ouïghours, s'il n'y avait pas eu la mobilisation sur Instagram. Donc, il y a, à mon avis, dans cet éveil citoyen, des moyens de pression immenses qui sont, sans lesquels le travail parlementaire suffirait pas. Monsieur Glucksmann, je me permets d'intervenir. Justement, une de ces jeunes qui est mobilisée sur la question des Ouïghours, qui se prénomme Juliette, nous a posé une question en chat, plutôt qui vous est adressée. Et elle demande justement, de manière très directe finalement, quels sont les risques concrets auxquels s'exposerait éventuellement un dirigeant européen qui dénoncerait fermement le traitement réservé aux Ouïghours lors d'un échange, par exemple, direct avec Xi Jinping, par exemple. Juliette nous demande concrètement quel risque encourt quelqu'un qui ouvrirait la parole de manière frontale?
Moi, je peux vous donner la réponse qu'on m'a donnée, c'est-à-dire les dirigeants européens à qui j'ai parlé et qui m'ont dit, et dans ce cas-là, ils vont sucrer les contrats de nos entreprises nationales. Donc, en gros, Emmanuel Macron décide de prendre son courage à deux mains et de militer pour des sanctions à l'égard du régime chinois et s'oppose frontalement à Xi Jinping, il y aurait des conséquences sur Airbus ou sur Sanofi ou sur d'autres entreprises françaises en Chine. Alors, d'une, c'est pas prouvé, puisqu'on attend toujours les sanctions à l'égard des entreprises américaines, alors que les Américains ont pris des mesures contre les dirigeants chinois. Deuxièmement, on attend de voir comment vont réagir les Chinois aux décisions prises par les Anglais ou les Canadiens. Mais je ne crois pas que les Américains et les autres aient perdu beaucoup de contrats en ayant une position plus ferme. Au contraire, même, on aurait tendance à croire que plus on est ferme, plus les dirigeants chinois vont favoriser des contrats pour essayer de vous amadouer, de vous ramener sur une position plus ouverte. Donc, c'est un risque hypothétique. Et quand bien même ce risque serait réel et se vérifierait. Vous vous rendez compte à quel point on est devenu des vassaux, quoi, pour manger notre chapeau sur la mise en camp d'un peuple dans son entièreté, de millions d'êtres humains, parce qu'on a peur de perdre des contrats et que donc nos entreprises sont dépendantes de la Chine. Je veux dire, dans ce cas-là, on s'interdit de faire de la politique et on dit qu'on n'a plus de voix dans le monde. Parce qu'effectivement, toute prise de décision politique courageuse va entraîner une possible conséquence. On ne vit pas dans un monde où les actes n'ont aucune conséquence. Donc, dans ce cas-là, on se prive de toute capacité à agir et on décide qu'en réalité, on est juste un continent qui commerce. On n'a plus de voix, plus de principes, plus de décisions véritables et donc plus de politique. Voilà, enfin, c'est l'équation. Bien sûr qu'il y a potentiellement une forme de risque qui n'est pas avérée, mais il pourrait y avoir des répercussions. Mais est-ce qu'on est capable ou pas de payer ce prix-là pour affirmer nos principes et avoir une voix dans le monde? Et par ailleurs, du coup, anticiper un peu les choses et prévoir une politique commerciale qui nous rende moins dépendants d'un seul pays. C'est lunaire. Quand moi je discute avec les dirigeants des grandes boîtes qu'on interpelle sur le net, sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'en fait, toutes ces boîtes sont devenues tellement dépendantes du marché chinois, que ce soit en amont dans le processus de production ou en aval comme marché émergent et marché dominant en fait aujourd'hui. Quand on voit que Volkswagen fait 40% de ses ventes en Chine, on comprend que Volkswagen a besoin de la Chine. Mais en fait, nos entreprises sont devenues tellement dépendantes en amont et en aval du marché chinois qu'elles se sont transformées en ambassadrices des intérêts chinois. C'est-à-dire que dès que vous avez une discussion sur la Chine au Parlement européen, vous avez les lobbies des grandes entreprises européennes qui ont choisi d'investir en Chine et de faire du fric en Chine, eh bien, qui viennent vraiment faire pression pour qu'il n'y ait aucune décision de ce type qui soit prise, aucune décision qui mettrait à mal leurs intérêts en Chine. Et donc, en réalité, on est dans une situation où on se met dans les mains des dirigeants chinois. Et on décide, dans ce cas, ça pourrait être une décision, enfin, je dirais pas respectable parce qu'elle serait totalement irrespectable, mais une décision commune de dire que nous, on décide de ne plus avoir de politique autonome et que ce qui nous intéresse, c'est le commerce et simplement le commerce et que donc, eh bien, on continue comme ça. Mais au moins qu'on ait le courage de prendre cette décision. À ce titre, justement, une personne dans le chat nous demande si le boycott direct du consommateur, donc il s'abstiendrait de consommer des produits qui ont été produits en Chine, serait pas à vos yeux plus efficace et plus symbolique. C'est-à-dire que, en fin de compte, les citoyens eux-mêmes se saisiraient de leur pouvoir politique indirectement, puisque en
arrêtant de consommer, en boycottant, sans attendre une prise de décision de la part de la sphère politique et une mise en action, ils pourraient eux-mêmes éventuellement contribuer en fait à ce boycott. Est-ce que vous jugez ça efficace? Est-ce que vous pensez que ce serait symbolique et pertinent? Vous savez, moi, j'appelle pas au boycott parce que trop souvent, on a tendance à culpabiliser le consommateur. Moi, ce que je veux, c'est que le consommateur interpelle euh, les marques qu'il consomme et ensuite prenne sa décision lui-même. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une entreprise de culpabilisation du consommateur, parce que je pense que ceux qu'il faudrait culpabiliser, c'est les dirigeants de ces multinationales et les dirigeants politiques qui ne prennent aucune mesure pour arrêter ce système-là. Et donc, je suis pas dans cette optique de boycotter Zara ou boycotter Nike. Après, je vois bien que dans nos campagnes d'interpellation, il y a beaucoup de gens qui décident de boycotter. Là-dessus, enfin, moi, je vais pas, j'irai plus faire mes courses chez Zara, c'est évident, hein, vu ce que j'ai appris sur cette compagnie. Mais je pense que ça, c'est vraiment une décision personnelle. Donc, moi, j'appelle pas au boycott. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'appelle un sursaut citoyen chez le consommateur. Enfin, et que je suis convaincu, moi, que finalement, cette prise de conscience-là, ces interpellations publiques produisent des résultats. Pas simplement parce qu'on a eu des résultats sur Adidas, sur Lacoste, sur H&M, sur Calvin Klein, qu'il y a eu comme ça des dirigeants d'entreprises qui sont engagés à changer leur chaîne de valeur, précisément parce qu'il y avait eu ces campagnes publiques et que la jeunesse étant leur public cible, en particulier les géants du textile et les grandes marques, pour essayer d'amadouer la colère, ils ont décidé de finalement sacrifier une partie de leur choix économique précédent. Et donc ça, il y a un poids, je le vois, il y a un poids réel. Quand on pense qu'on est sans pouvoir, c'est faux. On est sans pouvoir si 3 personnes le font, c'est sûr que ça n'aura aucun impact. Mais si on multiplie les individus engagés, eh bien, on multiplie aussi l'impact qu'on a et le pouvoir dont chacun dispose. Et donc, il y a une responsabilité de chacun d'entre nous. Après, sur le boycott, effectivement, c'est évident que les boîtes, ce dont elles ont peur, c'est qu'à la fin, on se détourne d'elles. Donc, le boycott, c'est une menace qui est clairement dans la tête des dirigeants des grandes entreprises. Mais moi, je refuse d'obliger les gens à choisir. Enfin, vraiment, vous voulez changer. Il y a enfin, le système est ainsi fait qu'en fait, déjà, nous, on a identifié, enfin, ASPI a identifié l'organisation australienne a identifié 83 marques. Nous, on en a rajouté quelques-unes dans les enquêtes menées avec d'autres chercheurs. Mais on n'est pas sûr. En fait, le système est tellement interpénétré, par exemple, sur le coton. En réalité, qu'est-ce qu'on peut acheter? Le système est tellement corrompu que finalement, c'est extrêmement compliqué d'avoir une traçabilité claire du coton, que 20% du coton mondial est ramassé par des esclaves dans le Xinjiang, et que du coup, on peut se retrouver connecté à l'esclavage des Ouïghours sans même le savoir. Donc, ce qu'il faut, c'est des règles politiques, il faut des normes, il faut des décisions politiques, il faut des choix de société. C'est important l'action de chacun d'entre nous et la menace du boycott. Mais je pense que c'est notre politique qu'il faut boycotter, quoi. C'est pas très compliqué de faire ces règles. Il faut une menace du boycott de vos dirigeants. Je pense que ça serait hyper utile. Et en plus, je crois que ça aurait un impact réel. C'est-à-dire que les gens qui votent, par exemple, Emmanuel Macron, lui disent, mais en fait, tant que tu fais rien sur ça, ben, tu vas perdre ma voix. Alors, si ça vient de gens qui ont jamais cru en lui, ça aura moins de poids. Mais si ça vient de gens qui croient en lui, qui par ailleurs sont susceptibles de voter pour lui, je pense qu'il aura un poids. Ils auront un poids. Oui, et je pense que la mobilisation de l'opinion publique, ça a de plus en plus d'avenir parce que maintenant, les jeunes sont très politisés et les jeunes sont déçus de marques qu'ils aimaient beaucoup, comme Nike, comme Zara. Ils sont déçus et ils ne veulent plus contribuer à cet esclavagisme des Ouïghours en Chine.
Et donc, je pense que maintenant, les jeunes sont prêts à faire de plus en plus de choses pour, d'une part, pour faire cesser ces violences, et puis pour pouvoir, en fait, pour détenir des marques qu'ils peuvent encore consommer sans culpabilité. Parce que je pense que les gens aussi se détournent des marques parce qu'ils ne veulent pas contribuer de manière directe. Quels autres types de mobilisation publique vous envisagez à l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres campagnes de prévues de mobilisation publique, par exemple pour les Ouïghours ou pour autre chose? J'en ai plein, et je vais en parler dans 2 secondes, mais vous avez dit quelque chose de ultra important qu'il faut souligner et qu'il faut marteler. Vous avez dit les jeunes sont de plus en plus politisés. Et alors, moi, ils ont un rapport politique au monde. Moi, ce que je ne supporte plus, en fait, c'est le discours d'élites vieillissantes qui nous expliquent que les jeunes aujourd'hui sont apathiques, individualistes, que comment on va faire avec cette jeunesse, ça. En réalité, ceux qui sont apathiques et individualistes sont ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui ont les moyens de faire et qui ne font rien, qui n'entament aucune grande transformation, aucun grand changement. Et la jeunesse, au contraire, là, en se mobilisant, que ce soit sur le climat ou sur la question des Ouïghours, donne une leçon de politique à un monde qui avait perdu toute sève. Et en réalité, je trouve, est beaucoup plus fidèle, même aux traditions politiques françaises, que ne le sont les dirigeants actuels de la France. Et donc, il y a un changement comme ça d'attitude qui est lié à une chose, à mon avis, assez simple, et qui est malheureuse pour vous d'ailleurs. C'est que moi, quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiant, j'étais dans un univers mental, et donc la génération de Macron, quoi. En gros, on nous apprenait que finalement, le monde allait bien, et allait continuer à aller bien, et que l'histoire était finie, qu'il n'y avait plus de tragique, que finalement, la démocratie allait se propager toute seule partout, et que nous, on n'avait plus rien à faire, en fait, à part à choisir entre Juppé et Jospin, quoi. Et avoir 20 ans aujourd'hui, c'est naître dans un univers complètement différent. Vous arrivez dans le monde, on arrive dans le monde quand on entre dans l'adolescence, quoi. On arrive dans le monde réellement dans un moment où il y a la crise climatique, il y a, loin d'avoir face à vous la généralisation de la démocratie, vous avez la fragilisation des démocraties chez elles. Vous avez l'explosion des inégalités sociales et l'impression qu'en fait, le contrat social n'existe plus. Vous avez une perspective profondément tragique, qui vous entend sans parler de la pandémie et des conséquences sur la jeunesse. Mais avant même la pandémie, il y avait déjà cette lourdeur, en fait, ce côté tragique de l'époque, qui fait que vous êtes obligé de prendre plus au sérieux la politique que ceux qui avaient 20 ans dans les années 2000. Parce que finalement, sans perspective tragique, on n'a pas besoin de politique. Et en tout cas, on ne prend pas la politique au sérieux. Et pour moi, avoir le choix entre Juppé et Jospin, ce n'est pas prendre la politique au sérieux, c'est se placer, faire des différences de gestion, c'est tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de question de vie ou de mort, en fait, qui est posée dans ce choix-là. Par contre, choisir entre la transformation écologique de nos sociétés ou la catastrophe climatique, ça, c'est un choix de vie ou de mort collectif. Choisir entre le triomphe du modèle autoritaire chinois ou la défense et la promotion d'un modèle démocratique alternatif, ça, c'est une vraie question de vie ou de mort pour les sociétés libres. Et donc, il y a une politisation qui est plus sérieuse et plus grande. En fait, c'est comme si, et c'est en particulier vrai à la lumière du réchauffement climatique, c'est comme si il y a une inversion des rôles. C'est-à-dire que les mecs qui continuent à négocier des accords de libre-échange en costume 3 pièces avec leur attaché-caisse, sont en réalité des clowns, alors qu'un jeune de 20 ans avec les cheveux longs, hirsutes et barbu, ou une jeune fille moins barbue mais tout aussi hirsute, en fait, sont plus sérieux. Et donc, il y a une inversion de qui est le sérieux et qui est le clown. Et je pense que, et c'est des clowns tristes, hein, les gens qui négocient ces accords de libre-échange, mais je pense qu'il y a comme ça
un combat à mener qui est celui de faire taire ces propos sur la jeunesse, parce qu'en fait, c'est à l'opposé du réel. Pour moi, à 20 ans aujourd'hui, on est beaucoup plus politisé qu'on l'était quand moi j'avais 20 ans. Ceci étant dit, et bien sûr qu'il va y avoir d'autres mobilisations. Moi, je pense que déjà, sur la question des Ouïghours, dès que les conditions sanitaires le permettront, on va faire un tour de France, en fait, et aboutir à un chiffre symbolique de 1000 maires qui auraient signé notre charte de solidarité, faire des événements dans plein de villes, et montrer qu'en fait, il y a une vague comme ça qui peut se matérialiser physiquement. Alors, pour l'instant, c'est compliqué, on s'avance vers un nouveau confinement, donc ça ne va pas être pour tout de suite, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'au-delà des réseaux sociaux, il y ait des rencontres physiques, et que tout ça se termine par une grande mobilisation physique à Paris, et qu'on soit des dizaines de milliers, en fait, physiquement, pour que les gens voient que ce n'est pas juste des profils Instagram, qu'il y a vraiment des citoyennes et des citoyens français pour qui c'est important, pour qui c'est même vital, et pour qui c'est finalement une question qui est devenue une question de ce qu'on est dans ce monde, enfin, de ce qui définit notre identité politique. Et donc, il y a des mobilisations, on continuera les mobilisations contre les marques, on va aussi lancer de nouvelles mobilisations sur des entreprises qui ne sont pas dans la liste des 83, mais qu'on a identifiées comme étant plus que problématiques et qui sont assez importantes en France. Mais on va aussi continuer à se mobiliser, je sais pas, pour les exilés, pour les droits humains en général, parce que c'est un peu le fil rouge de ma vie et de mon mandat. Et pour, au niveau européen, pour qu'on affirme enfin une forme de puissance européenne. Moi, je crois qu'il faut réellement changer cette Europe, que comme ça, elle ne fonctionne pas, qu'il y a des blocages partout, mais je crois aussi que c'est la juste échelle, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse finalement survivre à une mort de l'Europe. Je suis convaincu que si on veut lutter contre le dérèglement climatique, réimposer des normes dans la globalisation, imposer des amendes à Google ou aux GAFAM, lutter contre l'expansionnisme chinois ou le régime de Poutine, de toute façon, on a besoin de l'échelle européenne. C'est une certitude. Tous les grands défis du temps exigent une Europe qui s'affirme. Et une Europe qui s'affirme, c'est-à-dire une Europe qui est capable d'imposer des taxes à ses frontières, une Europe qui est capable de sortir de la logique du pur libre-échange, une Europe qui est capable d'envoyer paître Volkswagen et Siemens parce qu'elle a une ambition politique qui n'est pas simplement une ambition commerciale. Et ça c'est un grand défi, mais c'est pas pour l'année qui vient, ça prendra longtemps, quoi. Or, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Monsieur Glucksmann, pardon de vous avoir presque interrompu. À ce sujet, donc sur cette question de la posture européenne adoptée sur la question ouïghour, sur la mobilisation dans l'opinion publique qui va s'incarner peut-être si l'occasion nous est donnée. J'aimerais relever une question qui nous est posée sur le mutisme des pays du Moyen-Orient, sur la question ouïghour. Et une des personnes qui nous écoute se demande quelle posture l'Europe doit adopter vis-à-vis justement de ce silence de la part du Moyen-Orient sur la question ouïghour et donc de cette dépolitisation en fait progressive des relations internationales dans la région de l'Arabie Saoudite. Comment est-ce que l'Europe doit se poser vis-à-vis de ce mutisme? L'Europe, elle n'a pas grande leçon à donner. Par contre, nous, en tant que citoyens et citoyennes mobilisés, on peut quand même dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que ces pays ces gouvernements qui brandissent la foi comme un étendard à la première caricature, sont complices de la déportation du peuple ouïghour, complices de la destruction des mosquées, complices du fait que si on souhaite à son cousin un bon Aïd, eh bien, on est parqué dans des camps, complices de la persécution d'un peuple musulman parce qu'il est musulman. Et ils sont complices pourquoi? Parce que contrairement, alors là, c'est même pas le mutisme en fait. C'est ça le problème. C'est pas le mutisme. C'est-à-dire que le mutisme, à la limite, c'est les dirigeants européens qui sont inactifs, passifs et mutiques.
Mais les dirigeants d'Arabie Saoudite ou du Pakistan, par exemple, signent chaque année une déclaration de soutien à l'ONU, à la politique de répression de la Chine contre les Ouïghours. Ça, c'est un soutien officiel, disant que c'est une lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Et donc, ces dirigeants-là, ils sont plus que passifs. Ils sont complices actifs, un soutien. Ils soutiennent, c'est pas juste qu'ils disent rien, c'est qu'ils soutiennent. C'est que leur parole officielle vient en soutien à la politique chinoise. Comment on l'explique? Comme pour nous, une relation commerciale, une dépendance, et alors, chez eux, une immense hypocrisie, encore plus sidérante que l'hypocrisie des dirigeants européens. Et c'est quelque chose à rappeler, parce que moi, quand je vois les dirigeants pakistanais organiser des campagnes de boycott contre les produits français, que dans le même temps, j'ai un dossier de 400 pages sur mon bureau sur mais c'est pas la collusion, c'est en fait la vassalisation absolue du Pakistan par la Chine. Ça me fait doucement rire parce qu'en fait, on va boycotter les produits français à cause des caricatures. Et ça, c'est encouragé par l'État et ça donne lieu à des grandes manifestations de masse. Et dans le même temps, on soutient, non seulement on n'envisage aucun boycott des produits chinois pour la déportation d'un peuple, et d'un peuple musulman, donc on est censé se sentir solidaire, mais en plus, on soutient officiellement cette déportation. Et donc là, il y a une immense hypocrisie, mais c'est pas. Si les dirigeants européens étaient actifs et dignes, ils pourraient, à la limite, dans les forums internationaux, interpeller ces dirigeants-là. Là, ils ne sont pas en position de le faire parce qu'eux-mêmes ne font rien. Mais par contre, nous, on peut quand même les questionner et comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand ils appellent à boycotter la France, on est tout à fait en droit quand même de leur retourner que il s'agit vraiment d'hypocrite absolue, quoi. C'est beaucoup moins risqué pour eux de faire les fiers face à la France que de respecter un tout petit peu leur propre dignité face aux dirigeants chinois. Et donc là, il y a vraiment la faillite totale de ces dirigeants-là et des dirigeants, la plupart, hein, des dirigeants des pays dits musulmans. De toute façon, vous regardez la liste à l'ONU, hein, c'est chaque année des pays qui soutiennent la politique chinoise. Vous avez le parfait combo de toutes les dictatures mondiales, quoi. Qu'elles soient musulmanes ou d'ailleurs islamophobes. Merci. J'aimerais maintenant vous poser une question du public, donc une question de Maëva, qui vous demande « Que pensez-vous du fait que l'Union européenne ferme les yeux quand l'Italie signe des accords bilatéraux avec la Libye afin de limiter les flux migratoires vers ses côtes, sachant que de graves violations des droits humains sont commises en Libye ?» Je réponds que vous savez qu'on essaye de se mobiliser pour à chaque fois empêcher qu'on mette dans le but de Frontex, les gardes frontières européens, dans l'ordre de mission de Frontex, la formation et le soutien aux gardes de côte libyens. C'est-à-dire que c'est une tendance, non seulement l'Union européenne ferme les yeux, mais en plus c'est une tendance générale de en fait déléguer le sale boulot aux gardes de côte libyens. Et ça vient du fait qu'on n'a jamais réussi à imposer une politique européenne de l'accueil. Et c'est une immense faillite, c'est un serpent de mer permanent. En gros, il faut le dire, Angela Merkel, que je critique sur beaucoup d'autres sujets, a quasi sauvé l'Europe en 2015. Si elle n'avait pas accueilli 1 million de réfugiés, l'Europe aurait implosé, c'est-à-dire que les frontières se seraient rétablies absolument partout, des barbelés, on se serait jeté des êtres humains d'un pays à l'autre sans fin, et elle a finalement sauvé l'Europe à ce moment-là. Mais en réalité, ce que ça montrait déjà, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a strictement aucune solidarité européenne dans l'accueil. Et ce que fait l'Italie est scandaleux, mais il faut comprendre qu'en fait, l'Italie et la Grèce, qui vont avoir des actes ultra répréhensibles, sont laissés seuls par les autres dirigeants européens. Et un phénomène qui, à l'échelle d'une île grecque, semble ingérable, à l'échelle d'un continent de 500 et quelques millions d'habitants, serait parfaitement gérable si on imposait une forme de politique commune.
là-dessus. Si on réfléchissait à l'échelle européenne, les gens qui traversent la Méditerranée, ils ne veulent pas aller en Grèce ou en Italie. Ils veulent aller en Europe. Ils sont prêts à risquer leur vie pour fuir leur pays et aller en Europe. Donc, c'est une question européenne. Et le problème, c'est qu'on est incapable d'avoir une politique commune de l'asile. Et que Dublin est une catastrophe et que les Italiens et les Grecs, s'ils ont tort de faire ce qu'ils font vis-à-vis des exilés, ils ont raison par contre de protester contre l'incohérence et l'inconsistance des autres Européens, parce que finalement on leur laisse gérer un problème qui est le problème enfin, c'est notre politique de non-accueil qui crée ce problème et qui en fait un problème général, enfin qui en fait un problème pour les Italiens et pour les Grecs, alors que ça devrait être quelque chose qui est défini et géré de manière complètement européenne. Et donc là-dessus, moi j'ai l'habitude de beaucoup taper sur la Commission, mais la Commission n'est pas du tout le pire, c'est les États membres qui bloquent tout là-dessus. Je ne sais pas combien de fois il y a eu un accord entre le Parlement et la Commission sur une politique migratoire qui serait à la fois respectueuse des principes et de la souveraineté de l'Europe, et ça a été toujours bloqué par les États membres, y compris le nôtre. Oui, et d'ailleurs, dans le nouveau pacte migration Oui, et asile qui a été proposé en septembre, pardon. pardon, Y compris quand la gauche était au pouvoir, c'est-à-dire que c'est pas non plus oui. une attitude extrêmement réjouissante. Et effectivement, dans le nouveau pacte asile-migration proposé par la Commission, on voit que le système Dublin ne change pas et que la Commission propose même d'instaurer un filtre supplémentaire à la frontière des pays de l'Union européenne. C'est quand même décevant. Enfin, c'est difficile de comprendre comment ce système de Dublin n'a pas été révisé, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est un système qui arrange tous les États européens, c'est horrible, mais ça repousse le problème sur les épaules des pays d'entrée qui sont pas, enfin, qui sont absolument pas les pays de destination. Et donc, il y a quelque chose là qui va pas du tout dans Dublin, mais qui arrange beaucoup de pays. Et c'est le triomphe de l'individualisme des États-nations, là. Vraiment, sur la question migratoire, c'est la faillite d'une idée de fédération européenne et le triomphe des États-nations. Et franchement, le texte de la Commission est mauvais, mais c'est pas de la faute de la Commission, si je suis honnête. C'est vraiment parce qu'ils ont anticipé les blocages du Conseil. Et donc, il y a une faillite. Il y a une faillite. En plus, c'est pas. Enfin, je sais que enfin, ça semble peu crédible de dire ça, mais c'est pas extrêmement compliqué. Genre, on n'est pas dans une situation cataclysmique. On peut tout à fait gérer ça. Genre, on n'est pas. C'est faux, tous les gens qui vous expliquent. Et il y a des millions de gens qui arrivent. C'est pas vrai. Donc, à un moment, si on n'est pas capable de gérer ces flux migratoires-là, on va absolument pas pouvoir gérer la suite si on continue à ne pas agir assez contre le dérèglement climatique, par exemple. Et là, enfin, là, il y a un problème des États membres. Et encore une fois, la France n'est pas du tout exempt de reproches sur le sujet. La France, quand elle a été dirigée par la gauche, elle était où quand Madame Merkel a ouvert les frontières de l'Allemagne? C'est nulle part. Quand Merkel a demandé de transformer sa décision en une politique commune européenne, tout le monde regardait ses chaussures. Et donc, il y a une responsabilité massive des dirigeants des États-nations. Et le résultat, c'est qu'on transforme la Méditerranée en cimetière, que non seulement on a arrêté les opérations de search and rescue, et que par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on définit la politique d'embargo sur les armes à destination de la Libye, en fait, on crée une opération de surveillance militaire, c'est normal, et c'est une bonne chose qu'il y ait un embargo sur les armes, mais cette mission se limite à la Méditerranée orientale. D'accord? La Méditerranée orientale. Pourquoi? Alors que, imaginez qu'il y a des armes qui peuvent entrer en Libye, pas forcément par les ports de Méditerranée orientale. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas
que les navires militaires européens qui surveillent l'embargo soient en contact potentiel avec des bateaux d'exilés. Parce que sinon, ils seraient obligés de leur porter secours s'ils sont en perdition. C'est les lois de la mer. Et donc, on accepte de faire une demi-mission de contrôle de l'embargo pour surtout pas avoir à empêcher des gens en mer Méditerranée. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, on part du principe qu'on est nul et qu'on a une humanité, somme toute, fort peu prononcée, et on construit nos politiques sur le reste en fonction de ça pour pas nous obliger à devoir sauver ces gens, quoi. Donc, on transforme notre opération d'embargo en passoire, mais parce que c'est quand même plus important, on veut bien laisser passer des armes même si c'est contraire à ce qu'on proclame, tant qu'on ne nous oblige pas à sauver des gens. Monsieur Glucksmann. Et juste, je ne suis pas un no-border. Moi, je pense que des pays peuvent aussi décider que des gens, des fois, n'ont pas vocation à rester sur leur territoire. Ce n'est pas la question. Genre, on peut avoir une politique migratoire. C'est pas, je suis même pas sur une position maximaliste là-dessus. Par contre, ce qui me sidère, c'est à quel point on structure notre politique dans le but de ne pas avoir à sauver. Genre, la première chose à faire, c'est on sauve. Et ensuite, on a un débat sur la politique migratoire qu'on veut. C'est pas la question. Mais par contre, le fait de sauver est une obligation absolue. Mais c'est une obligation juridique et c'est une obligation politique et c'est une obligation éthique. Effectivement, permettez-moi, excusez-moi de vous avoir interrompu, de réagir sur cette difficulté de l'Union européenne de ne pas être en contradiction avec ses propres valeurs. Et vous avez évoqué rapidement la question du réchauffement climatique. J'aimerais à ce titre donc relever une question qui est posée par Daria dans le chat et qui concerne la Russie. Vous êtes vous-même fin connaisseur des questions de politique de voisinage, puisque vous avez été présent aussi bien en Géorgie qu'en Ukraine. Nous avons tous, bien entendu, le regard porté sur la Russie depuis les événements de samedi dernier, le 23, lors du retour de Navalny en Russie. Et Daria nous demande comment, dans un contexte où l'Europe se bat contre le réchauffement climatique et la sortie du nucléaire, comment est-ce que l'Europe peut concilier la dénonciation du régime, je cite, totalitaire de Poutine, et la réalité de la dépendance énergétique de l'Europe envers la Russie? Alors là, c'est la question clé, à mon avis, c'est une question fondamentale et c'est une question d'ordre des priorités. La politique, en fait, c'est établir des hiérarchies de priorités. Il faut lutter contre le dérèglement climatique, il faut arrêter notre dépendance vis-à-vis de la Russie, donc du gaz de Poutine, et il faut répondre à la question de la sortie du nucléaire. Alors, évidemment, la solution, c'est un développement massif des énergies renouvelables qui, franchement, a lieu dans beaucoup de pays européens. Là, je vous ai donné plein de trucs pour désespérer, mais il y a des investissements massifs en Europe dans les énergies renouvelables. Et franchement, la France est complètement à la traîne là-dessus à cause de sa religion du nucléaire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a des décisions à prendre très rapidement. Donc, pour moi, alors là, ça peut être sujet à débat. Pour moi, la sortie du nucléaire n'est pas l'urgence première. C'est une urgence, mais c'est une urgence à 25-30 ans. Donc, on ne sortira pas du nucléaire extrêmement rapidement. Ce qu'il faut, c'est préparer cette sortie en développant les énergies renouvelables, mais ça prendra du temps. Et encore une fois, il faut faire les investissements pour préparer cette sortie, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Mais par exemple, le projet Nord Stream, qui amène le gaz russe en Europe, sous la mer, est un projet qui est une catastrophe écologique et qui est une catastrophe politique immédiate. Et donc, il faut y mettre un terme. On ne peut pas se lier à ce point les mains. Donc, l'enjeu, c'est d'investir massivement dans notre autonomie énergétique et de cesser la dépendance à l'égard de la Russie. Mais c'est la même chose que sur la Chine. Dans la Chine, on dépend pour les produits manufacturés. Et maintenant, on va en dépendre pour les produits technologiques. Et
la Russie, on en dépend du point de vue de l'énergie. Mais en fait, si on veut réellement reprendre le contrôle sur notre destin, on doit s'assurer qu'on n'a jamais une dépendance forte au point de nous priver de la capacité de décision politique. Et ça, c'est un absolu. Là, au Parlement, il y a eu un vote qui était très intéressant sur justement Nord Stream et le gaz. Pour la première fois, il y a une majorité écrasante au Parlement pour exiger l'arrêt en fait du projet, et qui était pourtant un projet porté à bout de bras par l'Allemagne, à la base d'ailleurs sur un phénomène de corruption assez sidérant, parce que j'aimerais juste rappeler, et c'est pour dire à quel point je ne suis pas dogmatique, parce que je prends des exemples de gauche, enfin soi-disant de gauche d'ailleurs. Gerhard Schröder était chancelier de l'Allemagne. Il garantit avec les fonds allemands, publics, contribuables allemands, un projet dont il va devenir ensuite l'employé privé, Nord Stream, pour Gazprom. Et donc là, vous avez quand même un chancelier, qui se prétend social-démocrate, qui, appartenant au groupe auquel j'appartiens au Parlement européen, une grande classe, qui finalement pousse la confusion entre intérêt privé personnel et intérêt général à un niveau mais sidérant. Et ben, il n'y a pas eu de réaction en Europe à ça. Là, moi, je dirige la commission spéciale sur les ingérences étrangères dans nos démocraties, et je suis stupéfait par ce que j'apprends. Je suis stupéfait par le niveau de corruption au sommet de nos États, mais vraiment au sommet de nos États. C'est de la corruption légale, en un sens. Il n'y a aucune loi qui empêche Gerhard Schröder, c'est un problème, et on va proposer des changements législatifs de faire ça. Mais il n'y a aucune loi non plus qui empêche un ancien ministre socialiste comme Le Guen d'aller travailler pour Huawei, ou un ancien Premier ministre comme Dominique de Villepin de faire des millions dans Villepin Limited Corporation, Villepin China Limited Corporation. Il n'y a pas de loi pour ça, il n'y a pas de règle, mais c'est de la corruption. Enfin, c'est pas possible d'être dirigeant d'État comme les nôtres et ensuite de basculer tout de suite après le mandat. Hein, c'est pas au service d'intérêts hostiles à nos principes et à nos pays. Et là-dessus, vraiment, vous me demandez à quoi sert le Parlement européen. Ça, c'est ce type de règles qu'on aurait le pouvoir d'adopter à l'échelle européenne. Et c'est pour ça qu'on y travaille là. Mais il y a un vrai problème de corruption des élites qui est lié justement, à mon avis, au fait que ces élites ne prennent plus la politique au sérieux, donc ne prennent plus non plus le sens de l'intérêt général au sérieux, ne prennent plus même l'idée d'intérêt national ou d'intérêt européen au sérieux. Et donc, voilà, à mon avis, l'urgence, donc, je reviens sur la dépendance énergétique, c'est justement de plus dépendre de ce type de régime, parce que c'est trop corrupteur, en fait. Ça conduit à une déliquescence politique qui est trop grave pour nos pays et à laquelle il faut mettre un terme. Merci beaucoup. Beaucoup de questions dans le chat, très intéressantes. Malheureusement, on n'a pas du tout le temps de toutes les poser. Mais merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous les spectateurs qui ont posé plein de questions très intéressantes, dans lesquelles on avait du mal à se retrouver tellement qu'il y en avait. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et vraiment, merci, Monsieur Glucksmann, pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci de l'invitation. Et alors, je voulais pas sembler dépressif, hein, parce que je me rends compte que le tableau est un peu noir, mais en fait, il y a énormément de raisons d'espérer. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'en Europe, les choses changent. Donc, simplement, ça change pas assez vite à mon goût, et peut-être pas assez vite au vu de la gravité de la situation. Mais il y a une prise de conscience. Et surtout, je pense que c'est dans votre génération qu'il y a une vraie prise de conscience. Et c'est vous qui allez donner le là, de la politique, et qui allez la faire, cette Europe qu'il faut faire. Non, mais vraiment. Il y en a partout en Europe. Enfin, je les vois, moi, les jeunes, là, ils se connectent à nos conférences quand on fait des trucs européens. Il y a, sur les questions commerciales, sur les questions écologiques, sur les questions politiques, sur les questions des droits humains,
il y a une forme d'enthousiasme. Et moi, dans ma commission sur les ingérences étrangères dans nos institutions, je vois l'impact négatif des réseaux sociaux, des fake news, des campagnes de désinformation, ça. Et c'est aussi un formidable outil démocratique. C'est-à-dire que on traite toujours ça du point de vue négatif, mais en réalité, il y a la possibilité, si on prend la question de manière sérieuse, de revitaliser nos démocraties, de faire en sorte que toute votre vie, vous serez des citoyens actifs et pas simplement des électeurs tous les 5 ans sur des questions que vous choisirez et les causes que vous déciderez de porter. Et donc, il y a à mon avis, alors la situation est hyper dure, elle est même tragique, mais il y a une vie d'enthousiasme politique devant vous. C'est-à-dire que ça va redevenir intéressant, c'est redevenu intéressant en fait, parce que c'est dur, parce que c'est tragique, mais ça a un côté complètement fascinant. C'est-à-dire que vraiment, moi quand j'étais à Sciences Po, les gens ils choisissaient entre Juppé et Jospin. Enfin, c'était ça le sens du monde et de l'avenir, quoi. C'était moins risqué que les alternatives qui s'offrent à vous, mais c'était complètement gris et les gens étaient interchangeables. Et ben, c'est plus le cas. Et là, il va y avoir, à mon avis, une mobilisation qui va être dure, mais qui va être une fantastique aventure humaine pour vous, pour nous, tous ensemble. Et donc, enfin, c'est beau. Merci, Vraiment, Glucksmann. Je ne sais pas si vous voyez tous les commentaires. On vous remercie pour votre, je cite, votre sincérité, votre partage d'expérience, votre optimisme pour cet entretien très intéressant. On vous dit merci beaucoup, monsieur le député. Toutes les deux, donc, nous vous remercions aussi d'avoir aussi bien tenu donc, tout le temps de cet échange. Je souhaiterais quand même rajouter donc à toutes les personnes qui sont présentes que bien entendu nos réseaux sociaux, nos membres du master sont toujours très heureux de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous lire, à nous suivre. Suivez bien entendu, mais vous le faites certainement déjà, le compte de Monsieur Glucksmann et soyez attentifs aux prochaines mobilisations et à tout moment qu'il sera possible de descendre dans la rue et de se mêler donc aux questions citoyennes. Voilà, je ne sais pas si... Et l'enregistrement de cette conférence sera disponible aussi sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout suivre. Voilà. Donc si vous voulez le voir ou le revoir, vous pouvez le trouver sur YouTube dans les prochains jours. Voilà. Merci tout le monde, merci Monsieur Glucksmann. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.